Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 juillet 2021 pour le 242e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui est malheureusement principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais, cette dernière se dégrade. Je vais aussi parler de la situation entre la Biélorussie et l'Ukraine, et de la ligne directe que Vladimir Poutine a eue, entre autres, les parties où il a parlé, entre autres, de l'Ukraine, mais aussi de la provocation du HMS Defender en mer Noire. Je vais avoir le Maïdan Empire, parce que malheureusement, oui, ils sont de retour avec leurs horreurs, et pendant ce temps-là, à Kiev. Sur le plan militaire, du 26 juin au 2 juillet 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 21 reprises, donc on est à peu près au même niveau que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 256 munitions, donc là on est à plus, dont 65 obus d'artillerie de 122 mm, ça c'est pas bon du tout, le retour de l'artillerie lourde, et 121 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là aussi on est en hausse. Il faut y ajouter les 7 violations du cessez-le-feu et les 77 munitions, dont 15 obus d'artillerie de 122 mm et 60 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Donc on n'est pas du tout pour l'instant dans une désescalade. Et malheureusement, ces tirs ont fait des victimes. On a eu un soldat de la RPD qui a été tué, 2 qui ont été blessés, ainsi qu'une civile. Je vais y revenir en détail. 4 habitations ont été endommagées, dont 3 hier. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 8 blessés. Et ils ont au minimum 1 mort, mais on a des informations non confirmées qu'il y en aurait au moins eu 2 lors de tirs de réponse, tout simplement, de la milice populaire, entre autres, suite au fait qu'il y a eu une civile qui a été blessée en périphérie de Gorlovka. Puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front en violation des accords signés. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 30 pièces d'armement lourd, à savoir un système de défense antiaérien Tunguska, un système de défense antiaérien Strela 10, 2 mortiers de 120 mm, 3 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 13 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 10 véhicules blindés. Et bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé à de nombreuses reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre, comme d'habitude, la petite carte. Et vous allez pouvoir voir sur cette carte la localité de Stepanovka, localité où les brouillages de l'armée ukrainienne ont été si violents le 29 juin que la MSS de l'OSCE a encore perdu un drone, un gros, cette fois un camcopter S-100, donc les fameux drones longue portée. C'est les seuls d'ailleurs dont la MSS de l'OSCE rapporte la perte, parce que cela il coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, voilà, près de Stepanovka, ils ont fait voler leur drone pour surveiller les environs. Et au moment, le soir, vers 23h30, de faire atterrir le drone, brouillage des signaux GPS, donc ils arrêtent la tentative d'atterrissage, ils retentent une deuxième fois, et à la deuxième tentative, la perte de contrôle du drone a été totale, et ce dernier s'est écrasé dans un champ et a pris feu. Le lendemain, les observateurs de l'OSCE sont rendus sur place, ont tenté de faire voler des petits drones, vous savez, ceux qu'on trouve dans le commerce, pour filmer la zone du crash depuis le ciel, mais les interférences de signal GPS ont continué et les 2 petits drones ont été incapables d'atteindre la zone du crash. Bon, dans le rapport concerné, l'OSCE s'est plainte que de telles interférences dans cette zone sont fréquentes depuis le mois de mars 2021, tout en nous racontant que le brouillage peut venir d'un système situé à des dizaines de kilomètres. Bon, sauf que le village en question, il est à 30 bons kilomètres de la ligne de front près de Gorlovka, et que, bon, de notre côté, on est très loin d'avoir des trucs, des systèmes de brouillage aussi puissants, faut quand même arrêter. Même, d'ailleurs, les stations Bukovel AD de l'armée ukrainienne, qui sont les stations qu'ils utilisent justement pour brouiller les signaux, agissent au maximum sur un rayon de 15 km. Donc, à une telle distance du front, le brouillage est forcément le fruit des actions des soldats ukrainiens, ce que l'OSCE n'a pas envie d'admettre comme d'habitude. Ça fait juste le énième drone en quelques mois qui a été perdu, et ça n'est que ce que l'OSCE admet, c'est-à-dire que les gros drones, les capcopters, les gros machins, tous les petits drones du commerce qu'ils perdent en cours de route, ceux-là ils sont passés dans les pertes et profits, personne n'en entend parler, sauf quand la RPD et la RPL divulguent les informations, et on nous dit que c'est de la propagande russe. Voilà.
Et puis, comme je le disais en début de Sitrep, malheureusement, comme je le craignais, la situation continue de se détériorer, malgré les tirs de réponse de la RPD qui ont, comme je l'ai dit, fait des victimes côté ukrainien, donc parmi les soldats, hein, je précise. Ces derniers continuent d'intensifier leurs bombardements, entre autres contre les civils. Le dimanche 27 juin, à 6h du matin, l'armée ukrainienne a tiré au mortier sur le village de la mine 6-7, c'est un petit village qui est situé en périphérie de Gorlovka. Une habitation et un véhicule ont été endommagés. Donc là, je vous montre les photos prises sur place par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Et malheureusement, une civile de 51 ans a été blessée. La femme a reçu un éclat d'obus à la cuisse et a été hospitalisée. Bon, son état était stable et sa vie n'était pas en danger, mais bon, ça fait encore une victime de plus. Donc, comme je l'ai dit, suite à cela, la RPD a mené des tirs de réponse pour détruire les positions de tir de l'armée ukrainienne. C'est d'ailleurs suite à ça qu'on a eu les 2 jours de calme total que vous avez vu sur la courbe en début de Sitrep. En tout cas, la dégradation de la situation militaire en RPD a poussé le chef de la République, Denis Pouchiline, à dénoncer le fait que la partie ukrainienne continue d'essayer d'amener le conflit dans une phase chaude, et il a confirmé qu'il avait donné l'ordre à la milice populaire de riposter puisque l'Ukraine s'entête à ne pas vouloir respecter le mécanisme de coordination, ce qui veut dire que ça va aller crescendo. Voilà. Donc on va répondre, ils vont utiliser nos tirs de réponse comme justification pour tirer encore plus, donc on va encore répondre plus, donc c'est un cercle vicieux, malheureusement, mais on n'a pas le choix, puisque, ils continuent de bloquer les discussions, les négociations au sein du groupe de contact trilatéral, et on n'avance pas sur le mécanisme de coordination. L'autre point inquiétant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retour cette semaine de l'artillerie lourde, dans le panel d'armes utilisé par l'armée ukrainienne pour bombarder la RPD. Ça faisait presque 2 mois qu'ils ne l'avaient plus utilisé, c'était début mai. Donc là, en tout, entre le 1er et le 3 juillet, on s'est quand même pris 80 obus d'artillerie de 122 mm. Ça fait beaucoup quand même, en 2 jours. Malheureusement, ces tirs couplés à des tirs de mortier ont tué un soldat de la RPD et en ont blessé un autre hier. Au total, ça nous fait quand même depuis le début de l'année 2021 42 soldats de la milice populaire et 5 civils qui sont morts en RPD et 58 blessés dont 9 civils. Et depuis le début du conflit, ça nous fait quand même 5008 personnes qui sont mortes, dont 91 enfants, et environ 8000 blessés. Ça commence à faire un peu beaucoup. J'aimerais bien que certains, entre autres à l'ONU, puis les garants occidentaux des accords de Minsk, se bougent un peu et se sortent les doigts d'un certain endroit avant que ça cicatrise, parce que là ça devient vraiment... non mais là c'est très très mal parti, et je suis pas du tout optimiste pour les prochaines semaines. D'ailleurs, si on regarde la tendance générale depuis le début du mois de juin, et malheureusement de nouveau à la hausse des violations du cessez-le-feu, du nombre de munitions tirées, mais aussi de leur calibre, comme on le voit sur le graphique que je vous montre à l'instant. Donc on voit les violations du cessez-le-feu, les munitions de gros calibre, donc c'est obus de mortier, artillerie, lance-roquettes multiples, toutes ces munitions-là, et le nombre total de munitions en dernier. On voit que la tendance, même s'il y a parfois des petites chutes, la tendance générale, c'est une tendance à la hausse, ce qui est très mauvais. Et d'ailleurs hier soir, l'armée ukrainienne a bombardé le village de Bialaya-Kamenka à coups de mortier de 120 mm et celui de Staro-Mikhaïlovka à coups de lance-roquettes anti-chars. Et résultat, 3 habitations ont été endommagées à Staro-Mikhaïlovka. Bon, heureusement ces tirs n'ont pas fait de victimes, ni parmi les civils, ni parmi les soldats. Mais bon, je suis pas très optimiste parce que je peux pas exclure une nouvelle aggravation de la situation quand je vois la tendance actuelle, l'augmentation du nombre de violations, du nombre de munitions tirées et surtout, de nouveau, le retour de l'artillerie lourde et l'augmentation de l'utilisation des armes de gros calibre. Je pense que l'Ukraine s'est sentie pousser des ailes suite aux exercices Sea-Breeze 2021 là, avec l'OTAN, et qu'en plus ils ont besoin de distraire la population ukrainienne parce que là il y a encore des nouvelles hausses de tarifs, de charges communales. Là ça y est, les terres agricoles sont ouvertes à la vente en Ukraine, ça y est, le marché foncier a été ouvert. Sauf qu'il y a une étude un sondage qui a été fait et qui a montré que 90% des Ukrainiens n'ont de toute façon pas l'intention d'acheter des terres agricoles. Donc c'est les étrangers qui vont les acheter. C'est les oligarques et les étrangers. C'est tout. Voilà, donc ils vont tous se faire dépouiller joyeusement. Et donc faut distraire les gens quand ils vont commencer à comprendre qu'ils se sont fait avoir en beauté, pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Voilà.
Comme je vous le disais, donc je vais vous parler un petit peu brièvement de la ligne directe de Vladimir Poutine, qui a principalement axé sa ligne directe sur les questions intérieures. C'est ce que je vous disais lors de l'analyse des discours qu'il avait fait là, il y a quelques semaines en arrière. On voit clairement que maintenant il se tourne beaucoup plus vers la gestion de la politique intérieure du pays et beaucoup moins vers tout ce qui est, on va dire, géopolitique mondiale, même si bien sûr il continue de s'en occuper, mais voilà, il a vraiment voulu montrer que voilà, il veut résoudre beaucoup plus les questions de politique intérieure que de s'occuper d'analyser ce qui se passe dans le monde. Il a bien sûr parlé de l'Ukraine, donc il a expliqué entre autres pourquoi l'Ukraine n'avait pas été mise sur la liste des pays hostiles envers la Russie. Il a dit donc parce que les Ukrainiens et les Russes, en fait, c'est un seul peuple, ce qui est totalement vrai. Historiquement parlant, en fait, il n'y a pas de peuple ukrainien, tout simplement. C'était ce qu'on appelait les petits Russes. Voilà, tout comme il y a les Russes blancs, les Biélorusses, et il y avait les grands Russes, et il y avait les petits Russes. Voilà, les Ukrainiens, c'est des petits Russes, en fait. Voilà. Il a clairement fait un distinguo d'ailleurs entre les autorités ukrainiennes actuelles qui effectivement, comme il a dit, sont hostiles à la Russie, mais il a dit mais le peuple ukrainien n'est pas hostile à la Russie, donc il a vraiment fait une distinction totale entre les autorités et le peuple, ce qui est pas mal. Il a aussi expliqué pourquoi il voit pas trop d'intérêt en fait à rencontrer Volodymyr Zelensky, en disant que de toute façon c'était pas lui qui dirigeait l'Ukraine, mais Washington et puis un peu Berlin et Paris. Bon, Berlin encore, ouais. Paris, je veux dire, si Mouti Merkel ou Washington disent à Macron de faire waf waf, il fera waf waf. Mais bon, il a dit que voilà, même comme ça, il est prêt à le rencontrer s'il y a vraiment matière à discuter, c'est-à-dire pas les sujets débiles comme ce qui a été proposé par l'administration présidentielle ukrainienne. Et comme je le disais, il a aussi bien sûr parlé de la provocation du HMS Defender près des côtes de Crimée, en disant que non, on n'avait pas frôlé la Troisième Guerre mondiale. Sous-entendu, les deux parties au conflit ayant l'arme nucléaire, normalement, on va pas se faire une annihilation totale, parce que ça détruirait toute l'humanité pour un simple bateau. Bon, là-dessus, je diverge un peu, parce qu'en fait, Poutine part du postulat qu'en face, il a des mecs qui sont rationnels. Personnellement, je suis très loin d'être convaincu que c'est le cas de tous. Voilà, je veux dire, quand on est soi-même une personne rationnelle, on a tendance à considérer que les autres le sont aussi. C'est pas forcément vrai. Voilà, ça peut être une erreur d'interprétation assez grave. Je considère pas qu'en Occident, les dirigeants sont tous des gens rationnels. Voilà, je pense qu'il y a un bon paquet de gens qui ont tellement de névroses et de psychoses dans leur tête qu'ils sont plus tout à fait tout seuls et que... niveau décision rationnelle, il y a des questions à se poser, si vous voulez, quoi. Je vous disais que je vous parlerai aussi brièvement des relations entre la Biélorussie et l'Ukraine, puisque la Biélorussie vient de fermer totalement sa frontière avec l'Ukraine pour des raisons de sécurité. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'une énorme quantité d'armes arrive en Biélorussie depuis l'Ukraine, dans le but, semble-t-il, de mener un coup d'État. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. De plus, des radicaux ukrainiens ont, semble-t-il, tenté d'enlever un journaliste biélorusse, Grigory Azarionok. Leur but était soit de lui couper la langue, soit de le tuer, selon ce qui était faisable. Voilà. Mais bon, le journaliste s'est défendu et ils n'ont pas réussi à parvenir à leur fin. Voilà, donc effectivement, vu ce genre d'événements, ouais, vaut mieux fermer la frontière, là, hermétiquement. Parce que là, ça devient... Et c'est pour ça que je vous disais, c'est très dangereux d'entretenir le néonazisme en Ukraine et d'armer tous ces groupes néonazis, etc. Parce qu'à un moment, ça finit par fuiter. Là, pour l'instant, c'est au niveau des pays voisins. Mais à un moment, ça va fuiter plus loin. Bon, je rappelle quand même le coup du trafic d'armes avec l'Italie, où ils ont retrouvé un missile RR et tout un arsenal... chez un groupe néo-nazi italien qui était lié à des groupes nazis ukrainiens. Donc, à un moment, il faudra peut-être vous réveiller, là, quand même. Parce que pensez que parce que ça se passe à 3000 km de chez vous, ça vous touchera pas... Non, ça marche pas comme ça. Et donc, je vous disais, ça y est, le retour du Maïdan, le Maïdan Empire. Alors, ça y est, l'Ukraine a voté sa fameuse loi sur les peuples autochtones, dont je vous avais parlé précédemment.
Donc ils ont explicitement exclu les Russes de cette nouvelle catégorie de minorité privilégiée, donc de facto c'est une discrimination contre les Russes, mais aussi les Hongrois, les Roumains et les Polonais qui vivent en Ukraine. C'est tellement évident, contrairement à ce que les autorités ukrainiennes ont raconté officiellement, hein, qu'un député du parti de Zelensky s'est lâché littéralement sur Facebook et a dit enfin la vérité. Bon, sans surprise, une fois l'horreur divulguée, ça a fait un scandale énorme. Le mec a supprimé sa publication, mais grâce à la sainte capture d'écran, on a encore la preuve de ce qu'il a pondu. Je vous traduis le truc, préparez le soit vomi. Il a dit, je cite, « Les Russes ne sont pas un peuple autochtone au niveau législatif, ils ne pourront donc pas jouir pleinement de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales définis par les normes du droit international ainsi que ceux prévus par la Constitution et les lois ukrainiennes, contrairement aux Ukrainiens, aux Tatars de Crimée, aux Karaïtes et aux Krimtchaks. » Il y en a d'autres qui avaient fait ça avant, ça s'appelait les nazis. Hein? Ouais, la définition d'Untermensch. Hein, ouais, les sous-hommes, ceux qui n'ont pas autant de droits que les autres. Non, mais enfin, quand je vous dis que le gouvernement de Zelensky est autant néo-nazi que le précédent de Poroshenko, ou celui de Turchinov, c'est les mêmes. D'accord? Le mec a avoué publiquement sur Facebook, je vous montre le screenshot, que, voilà, les Russes ne pourront donc pas jouir pleinement de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales définis par les normes du droit international, ainsi que ceux prévus par la Constitution et les lois ukrainiennes. Donc les Russes en Ukraine sont des sous-hommes. Ce sont des citoyens de deuxième catégorie qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. C'est marrant, hein, ça colle pas avec ce qu'on nous a déclaré officiellement de la part de Zelensky et puis de Kouleba, hein, qui disait que c'était de la propagande russe de dire qu'il discriminait les Russes. Ouais, mais quand les mecs de votre propre parti racontent la vérité sur Facebook, ça fait un peu mal, hein, parce que bon là, plus clair que ça, tu meurs quand même, hein. Donc forcément, ça a déclenché un bordel monumental, parce que ça prouvait que l'Ukraine discrimine bien les Russes ethniques sur son territoire, ce qui fait un petit peu tâche pour un pays soi-disant démocratique. Donc le gars a supprimé le post, et puis il en a fait un autre, avec des excuses littéralement pitoyables. Hein, donc je vous le montre, hein, disant que certaines de ses formulations n'étaient pas correctes, et que son post a provoqué des réactions très négatives. Ah bah oui, forcément, quand tu dis ouvertement que les droits de l'homme sont pas applicables aux Russes ethniques en Ukraine, ça chie un peu dans la colle. Hein. Là, fallait pas t'attendre à autre chose, mon gars, quand même. Hein, là, pour le coup, la propagande occidentale de l'Ukraine post-Maïdan démocratique, là, elle s'est fait dézinguer à coups de bazooka, là. Il y a plus rien, là. Non. Le prochain qui me raconte que l'Ukraine est démocratique, celle-là, je la lui sortirai sous le nez. Parce que là, c'est juste énorme. On institutionnalise la discrimination raciale en Ukraine. Voilà, en Allemagne, il y avait les Ariens et puis les non-Ariens, hein, voilà. Et puis en Ukraine, on a les Ukrainiens, les Tatars, les Krimtchaks et les Karaïtes, et puis tous les autres, vous avez droit à rien. Voilà, même les droits de l'homme prévus par les normes du droit international, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Voilà, c'est ça le message, je suis désolé. Voilà, donc quand je vous dis que l'Ukraine actuelle post-Maïdan, c'est une réminiscence du Troisième Reich version ukrainienne, voilà. Non, mais je vous dis, là, ils nous ont réinventé la race aryenne. Sauf que c'est la race ukrainienne maintenant. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc là, ils ont créé des minorités privilégiées qui auront plus de droits que les autres. Mais les Hongrois, les Roumains, les Bulgares, les Polonais et les Russes d'Ukraine sont des Untermensch pour le gouvernement ukrainien. Voilà. C'est ça qui pense de ces catégories de population. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Bon. On commence par la discrimination. Après, ils vont finir par leur coller des étoiles sur le manteau, et puis ça se terminera en camp de concentration. Hein. On a déjà vu ça, hein, je veux dire, c'est un gros Roland de déjà vu quand même. Hein. Voilà. Vous irez voir les lois de Nuremberg, ça vous édifiera, je pense que vous reconnaîtrez 2-3 petits trucs. Et donc j'ai pendant ce temps-là à Kiev, pour alléger un peu le truc et compenser pour le Maïdan Empire. Sans surprise, Zelensky a contesté les 2 points soulignés par Vladimir Poutine lors de sa ligne directe concernant l'Ukraine. Entre autres, il a déclaré que les peuples russes et ukrainiens sont des peuples différents, ce qui est à la fois une connerie monumentale du point de vue de l'histoire, mais surtout ça contredit ce que Zelensky lui-même déclarait en 2014,
avril 2014 à Donetsk. Je vous montre la traduction automatique de l'article. C'est pas une blague. Voilà. Donc en 2014, il disait la même chose que Vladimir Poutine. Maintenant, il te dit que c'est pas vrai. Voilà. Bon, c'est... Non, mais... Bon, ce mec, c'est un clown. Totalement hypocrite, mais voilà. Donc déjà ça c'est complètement con, hein, voilà. Mais là où il s'est le plus ridiculisé, c'est quand il a prétendu que l'Ukraine n'était pas dirigée par les États-Unis ou d'autres pays, et que ça c'était que de la propagande russe, hein, c'est ce qu'il a dit. Je vous montre une traduction automatique d'un article où il a déclaré ça. Sauf que je sais pas s'ils ont compris ou si c'était fait volontairement ou pas. Mais on a eu les États-Unis, l'Union Européenne et le G7 qui ont trollé Zelensky, mais puissance cosmique, en donnant leurs ordres via Twitter sur les lois dont ils attendent le vote par l'Ukraine. Je vous montre les screenshots, je vous jure c'est véridique. Hein, donc ils leur disent, voilà, on attend que la Rada se décide à voter la loi anti-corruption, entre autres. Hein, voilà. Donc, et après tu viens me dire que t'es pas dirigé depuis Washington... Berlin, Londres, Bruxelles, enfin voilà. Non mais c'est pitoyable. Non mais Zelensky ferme là. Enfin franchement là, non. Là même tes patrons, ils en ont tellement rien à foutre de vous que ils ont même pas peur de vous ridiculiser en donnant leurs ordres en public sur Twitter. Ok, il aime. Voilà. Ils s'en foutent. Voilà. Vous êtes une colonie de... Voilà. Hein, vous qui prenez les Russes pour des Untermensch, bah pour le coup, vous êtes les Untermensch des Occidentaux. Voilà. C'est au cas où vous n'auriez pas compris. Hein. Non, c'est comme avec l'époque des nazis. Hein. Vous avez collaboré avec eux sans piger que leur but c'était de vous exterminer. Que pour eux, vous étiez des sous-hommes. Voilà. Vous n'avez toujours rien compris à rien. Bref. Et d'ailleurs, les mecs sont tellement des clébards des États-Unis qu'ils ont été jusqu'à renommer un village de la région de Donetsk, qui s'appelait Novgorodskoye, ils l'ont renommé en New York. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Les mecs étaient tout fiers, hein. À la Rada, ils étaient tout fiers de leur connerie, là. Ah voilà, maintenant, on a un village qui s'appelle New York en Ukraine. Voilà. Ça, c'est pas une preuve que les mecs sont juste une colonie américaine, pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Parce qu'il vous faut... Qu'est-ce que vous avez besoin de renommer ce petit village en New York? C'est ridicule. Franchement, j'ai pas envie d'être vulgaire aujourd'hui. J'ai vraiment pas. Mais si vous pouviez arrêter de leur faire une gorge profonde aux États-Unis, ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent qu'il y ait un village qui s'appelle New York en Ukraine. Voilà, c'est complètement débile. Donc voilà la situation. J'ai pas parlé en détail donc de la mise en vente des terres agricoles. Je veux analyser un petit peu tout ça en détail. Mais clairement, je pense que la situation va continuer à se dégrader ici en juillet, sauf intervention soit des garants occidentaux des accords de Minsk, donc soit Paris et Berlin se réveillent un petit peu et font un peu pression sur l'Ukraine pour arrêter le carnage, soit la Russie remontre les muscles, comme elle l'avait fait lors de ses exercices, ce qui avait un petit peu calmé Kiev quand même, mais si on n'a pas l'un ou l'autre, voire les deux, je pense que la situation va continuer à se dégrader. De toute façon, la situation en Ukraine est littéralement explosive. Là, ils sont en train de voter la mise en place d'unités d'autodéfense territoriale, c'est-à-dire des milices territoriales. Donc ça veut dire que les autorités ukrainiennes ne contrôlent tellement plus leur territoire que maintenant il leur faut créer des milices qui sont en fait dirigées et payées par les oligarques, hein, comme tous ces bataillons néo-nazis qui avaient été créés en 2014, ça sera la même, qui seront chargés de missions de police. Donc en fait maintenir l'ordre là où l'État ukrainien ne peut plus le faire. Donc c'est la néo-féodalisation de l'Ukraine que j'avais... prédit aux côtés de gens comme Tatiana Montian il y a déjà des années en arrière. Voilà, on vous avait dit que ça allait se transformer en ça, en espèce d'état néo-féodal. Et ben on en arrive exactement à ça, donc avec des formations de milices territoriales qui seront chargées de maintenir l'ordre dans les régions, parce que en fait Kiev dirige plus rien. Kiev ne contrôle absolument plus rien, c'est le grand bordel, c'est le chaos généralisé, l'État est en train de complètement s'effondrer. Vous avez
Avec l'Ukraine, vous avez, on va dire, une expérimentation en direct, vivante, actuelle, de ce qu'est l'effondrement d'un État. Voilà. Quand les autorités ne contrôlent plus rien, que l'inflation est galopante, que les produits de première nécessité, et puis les choses comme les charges communales, je veux dire, l'électricité, l'eau, le gaz, c'est des biens de première nécessité. Les prix sont devenus littéralement, enfin ils ont flambé dans des telles proportions que les gens ne peuvent plus payer. Les gens fuient le pays, tous ceux qui le peuvent en tout cas. Donc le pays est en train de mourir. Il y a 2 fois plus de morts que de naissances. Et là, les terres agricoles, maintenant, vont pouvoir être achetées par Monsanto, Soros, et tous ces trucs-là. Et puis, les Ukrainiens, ceux qui resteront, seront des ouvriers agricoles payés 3 bols de riz pour cultiver les champs de Bayer Monsanto et d'un certain nombre d'oligarques ukrainiens ou internationaux. C'est tout. C'est tout. Et à mon avis, l'Ukraine n'a pas fini de perdre des territoires. Parce que quand on est à devoir créer des milices locales pour maintenir l'ordre, ça veut dire que tu contrôles plus ces territoires. Ça veut dire que tu es incapable par toi-même d'y maintenir l'ordre. Ça veut dire que les autorités se décomposent littéralement. Le gouvernement ukrainien ne contrôle plus rien, perd le contrôle de plus en plus des différentes régions. Et donc à un moment ou à un autre, j'ai relisé l'histoire de l'Empire romain, ça a été la même. Hein. Ils ont perdu le contrôle d'un certain nombre de territoires, ils s'en sont désengagés petit à petit, et puis l'Empire a fini par s'effondrer. L'histoire est un éternel recommencement avec 2-3 petites variantes, mais voilà, c'est cyclique. Donc voilà la situation, et malheureusement, un État qui s'effondre, c'est un État qui est potentiellement dangereux, parce que la tentation de la guerre, pour distraire la population, et puis mettre l'effondrement du pays sur le dos d'une potentielle défaite militaire, c'est parfait. Comme ça, les mecs n'ont pas à endosser la responsabilité de leurs conneries et des décisions absolument désastreuses qu'ils ont prises. Et tout le monde dira que c'est de la faute du pays agresseur qui a vaincu l'Ukraine. Voilà, c'est tout. C'est que des histoires comme ça. Donc, situation à suivre de près. Donc, j'espère quand même que ça va se calmer un peu. Parce que, j'aimerais quand même pas qu'on se retrouve de nouveau avec des bilans humains absolument catastrophiques. Donc voilà, situation à suivre de près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.